Alors, on va y revenir dans un instant, mais auparavant, je voudrais vous raconter en quelques mots les circonstances de ce rapt qui devait, comme je le disais, bouleverser la vie de Frédéric Dard. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Nous sommes dans la nuit du 22 au 23 mars 1983 à Vendeuvre, très exactement, une commune cossue et résidentielle proche de Genève. Il est 3 heures du matin. Un homme vient de garer son camping-car Volkswagen chemin du Paradis devant une villa d'un étage sur rez-de-chaussée, la villa Paradou, occupée par l'un des plus célèbres romanciers français, le père de San Antonio, Frédéric Dard, l'homme aux 200 millions d'exemplaires de livres vendus dans le monde entier. La nuit précédente, l'écrivain a passé une très mauvaise nuit à cause des aboiements incessants du chien de la maison. Et ce soir-là, il avait pris un somnifère. Il dort donc profondément, comme le reste de sa famille. Le conducteur du camping-car s'est introduit silencieusement dans le jardin de la villa. Il pose une échelle contre la façade, il grimpe jusqu'au premier étage, il force le volet de la chambre de Joséphine, la petite fille qui dort elle aussi à point fermé. L'homme a percé un trou dans la fenêtre pour ouvrir l'espagnolette. Il s'est introduit dans la chambre de la fillette munie d'une puissante lampe électrique. Quelques minutes plus tard, il reprend le même chemin avec sur son dos le corps de sa victime, enveloppé d'une couverture, et il rejoint sa voiture et il disparaît dans la nuit. Il est maintenant 7 heures du matin. Frédéric Dard se réveille, il s'apprête à préparer le petit déjeuner qu'il partage chaque matin avec sa femme Françoise et sa fille. La suite, c'est lui-même qui va vous la raconter maintenant dans cet enregistrement auquel je faisais référence il y a un instant, réalisé par Jean Durieux au cours d'une de ses conversations avec Frédéric Dard. Ce matin-là, je prépare le thé, j'appelle Françoise et au bout d'un instant, elle me dit « la petite est en bas ». J'ai dit non. On me dit parce qu'elle n'est pas dans sa chambre. Alors j'ai dit va voir dans la salle de bain. Et puis elle me dit elle n'est pas dans la salle de bain non plus. Et alors brusquement, une espèce de perception de la chose, mais une certitude qu'on me l'a enlevée. Comme ça, j'ai senti. Je me rue dans l'escalier qui mène aux chambres. Et à ce moment-là, ma femme se met à crier. Elle me dit « Oh mon Dieu, son lit est plein de sang ». Alors, je me précipite, je vois la fenêtre a été percée. Près de l'espagnolette, il y a un trou, bien rond, fait avec une mèche. Hein. Le volet a été percé au niveau du crochet aussi, le même trou, quoi. Et puis, effectivement, son lit est plein, il y a des taches, des taches blanchâtres qui font penser à du sperme sur des draps, bien entendu. Tu vois des draps avec ça, mais elles sont en grosse quantité, quoi. Et puis des éclaboussures de sang, des éclaboussures sanglantes. À ce moment-là, ma femme me dit, il y a un mot sur sa table de nuit. Elle avait comme table de nuit un coffre qui lui servait à mettre ses jouets, tu vois. Et sur le coffre, il y avait un mot qui était ainsi libellé. Si tu veux revoir ta fille, prépare 2 millions de francs en coupure de 1000 usagers. Pas un mot à la presse, pas un mot à la police si tu veux la revoir vivante. Alors là, c'est le drame. Alors je dois dire que avec ma femme, je ne peux pas t'expliquer l'horreur, enfin, le côté, j'ai un mot qui me vient à chaque fois, je dis indicible. Je ne sais pas si, j'ai pas regardé son sens exact sur le dico, je crois le posséder, mais c'est indicible. Tu te dis, c'est pas possible. Tu vois, tu as un refus. Tu vois. Et il se passe un truc, ma femme et moi, qui jamais ne parlons de foi, de religion, de trucs comme ça, chacun son jardin secret, tu vois, de ce côté-là, on tombe à genoux. On dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu vois, une espèce d'imploration, mais de... Et ça, c'était dans la chambre de ta fille. Devant le lit de la fille, de la petite, tu vois, devant son lit.